Oui, bonjour. Alors, nous sommes toujours dans les services publics, dans la vie des services publics. La dernière fois, on avait parlé justement des principes fondamentaux du service public et je vous ai parlé qu'il y avait quand même une continuité du service public. Là, cette continuité du service public, ça veut dire que l'autorité administrative doit assurer le fonctionnement régulier du service et corrélativement, le bénéficiaire du service peut exiger des prestations qui sont continues. Et je vous ai dit que ce principe de la continuité du service public, il a une valeur constitutionnelle. Et il est clair qu'il s'oppose donc directement au droit de grève, qui a aussi une valeur constitutionnelle. Et donc la conciliation de ce principe, elle est très délicate et à juste titre, comme vous le savez, le législateur, euh, il fait preuve d'une timidité précise, puisque une loi organique n'a jamais été votée pour fixer les modalités de ce droit. Le droit de grève et sa reconnaissance peut porter atteinte au principe de la continuité. Et par conséquent, il y a eu un arrêt qui est très, très connu, l'arrêt Winkel, je pense qu'on en avait déjà parlé, du Conseil d'État de 1909, concernant la grève de la fonction publique. Là, je ne fais que vous rafraîchir un peu la mémoire, et que le Conseil d'État a rejeté donc le recours sur la base que la notion du contrat de fonction publique, que le fonctionnaire se met de lui-même et par son libre choix en dehors du service et que l'acte de révocation ne fait que constater cet effet juridique de la grève. Et par la suite, donc à l'arrêt de Winkel de 1909, la jurisprudence, elle a vraiment évolué puisque le fonctionnaire n'est pas dans une situation contractuelle, parce que ce n'était pas un contrat, mais dans une situation statutaire et réglementaire. Et par conséquent, sa nomination est un acte unilatéral. C'est pour ça que le droit de grève aujourd'hui, il se heurte un peu au principe de la continuité. Et donc, il faut dire également que la continuité implique également la permanence. La permanence, ça veut dire que les services doivent être d'une manière générale en permanence, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas fermer ou dire que ce sont des jours de repos ou de fête pour qu'on puisse nous reposer. Non, le service public, il implique la continuité et implique également la permanence. Aujourd'hui, nous allons parler également d'un autre principe qu'on appelle le principe d'égalité devant le service public. Eh bien, cette égalité, d'abord, elle n'est formulée nulle part, mais elle constitue quand même une variété du principe général de l'égalité devant le service, devant la loi. D'ailleurs, on parle de l'égalité devant les emplois publics et devant les charges publiques. Donc, le principe d'égalité, il a aussi une valeur constitutionnelle, puisque cette règle, elle est rattachée à la tradition également islamique, puisqu'on dit qu'il n'y a pas de différence entre les citoyens et cela, toute cette égalité, elle découle même de la notion du service public. Eh bien, ce principe d'égalité est une encore conséquence c'est une garantie plutôt d'égalité juridique des statuts entre les usagers et entre les contractants si on veut calquer ce principe d'égalité sur le principe du service public. Ça veut dire que le contractant, il a le droit égal d'accès au service. Tout usager, candidat aux prestations d'un service public, doit être traité à l'identique aux autres usagers dès lors qu'il se trouve placé dans la même situation au regard du service. Ça, c'est le principe de base. Cependant, il existe des atteintes à ce principe. Eh bien, ces atteintes à ce principe, c'est un arrêt encore qui a été prévu en 1954, l'arrêt Barrel,
Alors, le Conseil d'État a sanctionné sévèrement cette atteinte, puisque M. Barrel, qui s'est présenté dans un concours de l'ENA dans les années 54, et le ministre dans le jury pour justement regarder les admissions dans la liste des candidats dans ce concours, a refusé M. Barrel, puisque M. Barrel, il était syndiqué. Et le Conseil d'État a déclaré que si le ministre peut apprécier pour arrêter la liste des candidats admis à concourir, et si ces candidats présentent les garanties requises, il ne peut écarter un candidat en se fondant exclusivement sur ses opinions publiques. Par conséquent, c'est considéré comme irrégularité, donc le fait de le déclarer non admis dans les délibérations, puisque M. Barrel, il avait intenté un recours devant le tribunal administratif pour vice dans les délibérations. Et donc, le Conseil d'État a donné raison à M. Barrel. Donc voilà une atteinte à ce principe d'égalité en raison des opinions publiques par cet arrêt de 1954. Et puis vous avez également une atteinte en raison du sexe. Les atteintes peuvent être portées à l'égale admissibilité aux emplois publics en raison du sexe. Par exemple, la seule dérogation qui peut être apportée par le service est que le juge ne peut contrôler les raisons de service. Il est évident que des fois, dans un certain service administratif, on peut écarter une femme ou on peut écarter quelqu'un d'autre, et bien sûr, le juge ne peut pas contrôler ces motifs de dire c'est pour des raisons de service qu'on a mis monsieur ou madame X dans tel ou tel service. Il faut dire que la neutralité est un corollaire du principe de l'égalité devant le service public, parce que d'après la jurisprudence, ce principe interdit que le service public soit assuré de façon différenciée en fonction des convictions publiques ou religieuses du personnel. Donc voilà un principe également, le deuxième principe de la loi, des lois qui concernent les services publics, donc le principe de la continuité, le principe de l'égalité et enfin le principe également de la mutabilité ou ce qu'on appelle de l'adaptation constante. Nous savons tous que le service public, s'il est créé, c'est pour satisfaire des besoins. Et nous savons tous que dès qu'il y a des besoins nouveaux qui apparaissent, donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de droit acquis au maintien du service ou de son fonctionnement. Donc, c'est normal que quand il y a un besoin qui apparaît, on ne peut pas prétendre que ce service a existé, donc j'ai des droits acquis au maintien de ce service. Non, parce qu'il va évoluer en fonction des besoins nouveaux qui apparaissent. Autrement dit, le principe signifie que le service doit s'adapter à l'évolution des besoins collectifs et évidemment aux exigences de l'intérêt général. Et surtout, il doit s'adapter à l'efficacité de l'administration. Et comme nous savons tous, il est tout à fait normal qu'un service qui ne répond plus aux besoins pour lesquels il a été créé soit supprimé. Et donc, si on le supprime, le législateur peut ou estime qu'on peut ajuster, adapter ou même modifier à défaut de supprimer. Et donc, on sait que la création du service public, lorsqu'elle est décidée dans le but de l'intérêt général et bien sûr décidée par la volonté des gouvernants, d'accord, a pour conséquence une organisation de ces services. Donc, cette création répond à une procédure de forme. Et il est évident que compte tenu du parallélisme des formes, autant pour la création, il y a une procédure, autant pour la suppression, elle doit également obéir au principe de la suppression. Ça veut dire ce qu'on appelle en vertu du principe du parallélisme des formes. Le service est créé par la loi et il est également supprimé par la loi par un acte législatif. Il faut souligner que
ce principe de dire de mutabilité ou d'adaptation constante, il peut créer des conséquences sur la situation des agents du service, puisqu'il est tout à fait normal qu'en fonction des besoins de ce service, ces agents de service doivent se plier aux décisions de cette nouvelle structure. Nous savons tous que le pouvoir qui est donné à l'administration dans le cadre du régime des contrats administratifs que vous avez étudié, c'est le pouvoir de modifier unilatéralement un service, et ce qui permet en effet de réajuster ou d'adapter le contenu du contrat ou de son exécution aux modifications qui peuvent affecter les besoins du service. Mais lorsqu'il s'agit des usagers vis-à-vis de ce service, eux, ils n'ont aucun droit acquis au maintien des conditions du fonctionnement du service. La seule limite qui s'impose au service public, la modification ne peut avoir de portée rétroactive. Par exemple, si vous avez fait des tarifs sur les chemins de fer ou sur les transports, eh bien cette modification, elle ne peut pas avoir d'effet de portée rétroactive. On est obligé de nous aligner sur les nouvelles tarifications. Les usagers peuvent contester, à défaut, bien sûr, les usagers peuvent contester les mesures qui sont apparues pour l'adaptation de ce service. Donc, en conclusion, ce principe repose sur l'idée que l'intérêt général n'est pas une donnée figée et immuable, comme ce que je l'ai dit tout à fait au début du cours, de ce cours des grands services publics, que l'intérêt général est un principe qui est infrajuridique. Et donc, qui, à la différence du principe de la continuité, n'est pas placé au rang du principe général du droit, alors que le principe de la continuité, il l'est. Et aujourd'hui, compte tenu de l'évolution des services publics et de l'évolution de la société, on a pu parler de nouveaux principes du service public. Bon, à ces principes qui sont quand même classiques et qui connaissent des développements, il faut leur adjoindre de nouveaux principes qui sont exigés de notre temps. D'abord, il y a ce qu'on appelle la modernisation des services publics, qui est une autre manière d'affirmer ces principes. Il y a aussi le principe de la transparence, qui en fait améliore les rapports entre l'administration et l'administré. Il y a aussi le principe de la simplicité et d'accessibilité par un certain nombre de procédures. Et enfin, le principe de la participation des citoyens au fonctionnement du service public par la consultation. Donc, voyez bien que ces principes de mutabilité qui portent sur l'intérêt général et qui ont pour but de muter, d'améliorer le service public et qui ont des conséquences sur l'organisation du service, sa modification, puisqu'on a dit que le principe il est donné au contrat et aux actes administratifs et qui fait qu'effectivement il n'y a pas de droit acquis au maintien des conditions du fonctionnement et que la seule limite s'impose au service, c'est la modification qui ne peut avoir de portée rétroactive. Sinon, à défaut, les usagers ne peuvent pas contester les mesures d'adaptation du service ou de leur statut. Si le billet il était à 10 et aujourd'hui il est à 20, eh ben, on ne va pas revenir à 10, mais on va appliquer 20. Donc, en conclusion de ces principes, de ces lois, de ces principes, on peut dire que cela repose sur l'intérêt général, qui n'est pas, encore une fois, une donnée figée, immuable. C'est un principe qui est infrajuridique et qui n'est pas, à la différence du principe de la continuité du service public, qui s'élève à une valeur aux principes généraux du droit. Alors, les principes qui sont, quand on parle des nouveaux principes, les principes, on peut citer donc la transparence, et il est évident que cette référence à la transparence, c'est les lois sur l'informatique, sur les libertés, sur le droit d'accès aux documents administratifs, ce principe qui recouvre en fait l'amélioration des rapports entre l'administration et l'administré. Donc, un certain nombre de textes de loi qui sont sortis au niveau de la motivation de certaines décisions administratives dans les années 70, que l'administration est obligée de motiver ses décisions, ça c'est un principe de transparence. La loi 78 sur la loi dite informatique et les libertés qui consacre notamment le droit d'accès aux documents administratifs,
cette transparence a pour but d'améliorer les rapports entre l'administration et l'administré. Quand on parle du principe de la simplicité et d'accessibilité, ce principe concerne la simplification des formalités et des procédures. Par exemple, quand il s'agit aujourd'hui de faire sa carte d'identité ou son passeport, eh bien, il y a un certain nombre de simplifications qui sont faites aujourd'hui par le biais de l'informatique qui peuvent faciliter et simplifier l'accessibilité aux services pour changer les papiers administratifs. Enfin, en ce qui concerne le principe de la participation, eh bien, la participation des citoyens au fonctionnement des services publics, elle peut se faire par la consultation, comme ce que je l'ai dit tout à l'heure, et qui peut être spontanée ou facultative. La participation, elle peut être sous forme d'une association à la prise de décision. Et donc, cette collaboration entre le citoyen et le service public, elle peut se réaliser par ce qu'on appelle la co-gestion, la gestion associée. Cette participation au fonctionnement du service public présente quand même des avantages, mais aussi des inconvénients. Les avantages, c'est qu'elle est facteur de démocratie et de paix sociale, donc elle garantit, si vous voulez, une meilleure exécution des décisions, qui n'est rien d'autre qu'un facteur d'efficacité. Mais les inconvénients, eh bien, il peut s'agir d'une fausse participation, ce qui accentue les tensions et les dissolutions des pouvoirs de décision et donc de responsabilité. Parce que l'administration va se décharger de ses responsabilités au profit de cette participation et l'administration, elle va se déconnecter de ses responsabilités. Donc voilà à peu près les grands principes concernant la vie des services publics, qui sont quand même des principes, des lois du service public, ou qu'on appelle des lois Roland, d'accord, qui sont assez importants. Voilà, donc nous avons terminé le grand service public. Je demanderai à mes étudiants de préparer des oraux, puisque votre examen sera en oral et non pas par écrit, parce que vous n'êtes pas nombreux. Et donc, les thèmes que je vous ai distribués concernant la gestion déléguée, concernant les services publics administratifs, concernant les services publics industriels et commerciaux, concernant la vie des services publics, tout ce qu'on a vu aujourd'hui, je voudrais que vous les prépariez parce que vous serez questionnés sur le cours, sur ce que j'ai donné comme prestation et sur les thèmes que je vous ai distribués. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Allô? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Allô? Est-ce que vous avez des questions? Allô? Il n'y a personne. Allô? Tout est compris, professeur. Est-ce que vous m'avez entendu? Bonjour, madame. Caméra. Oui. Bonjour, madame. OK? Alors, vous avez entendu ce que je vous ai dit pour les examens? Oui, professeur, on a entendu. Voilà, donc vous allez être questionné sur les thèmes que je vous ai distribués, OK? Et puis, quelques questions sur le cours de toutes les prestations que je vous ai demandé de faire. Évidemment, vous n'allez pas prendre tous les thèmes que vous allez travailler, mais au moins ayez une idée sur la concession, la gestion déléguée, sur la continuation du service public, enfin tout ce qui a été vu jusqu'à présent. Ok, professeur. Alors, en tout cas, je vous remercie et puis on se retrouvera le jour des examens. D'accord. Au revoir.